là, si tu veux bien donc continuer. Oui, oui, oui. Donc, j'ai vraiment l'honneur ce soir de présenter Philippe. C'est quelqu'un que je connais depuis bien des années, mais ça fait, on va dire, à peu près 3 ans que je le connais personnellement, car j'ai essayé de suivre une de ses formations, même 2 fois, et il y avait des quiproquos, donc ça c'est pas fait, mais finalement en janvier de cette année, j'ai pu suivre une de ses formations à Paris, et ce que je peux dire, c'est quelqu'un que je savais vraiment très humain, très sympa, très humain, très sympa, et vous allez tous le découvrir ce soir si vous ne le connaissez pas, ou ça va être confirmé, je pense, pour vous, si vous le connaissez déjà. J'ai créé une petite feuille de triche pour présenter tous ces accomplissements. Je vais commencer, je vais vous demander si vous voulez bien de fermer je vais fermer vos micros à tous. Si vous voulez prendre la parole, parce que ça va être interactif, et donc, si vous voulez intervenir suite à l'invitation de Philippe, vous ouvrez votre propre micro et vous aurez la parole. Mais pour l'instant, tout le monde est muet. Donc, à part moi, j'espère. Donc, pour Philippe, c'est une personne vraiment avec plein de talent, avec une renommée mondiale. Il est à la fois coach, conférencier, auteur, directeur d'entreprise et professeur d'université. Plus précisément, Philippe est expert en coaching des dirigeants et d'équipes, ainsi que le développement du leadership global. Il est aussi superviseur de coaching, auteur d'une approche intégrative de supervision. En 1999, il est le premier Européen à avoir été certifié Master Certified Coach, donc MCC du International Coaching Federation, la Fédération internationale de coaching. En plus d'être directeur de Rosinski et compagnie, une firme globale de consulting qui lui permet de collaborer avec des partenaires dans le monde entier. Il est aussi professeur dans le programme MBA sur la globalisation à la Kenichi. Comment? C'est bon pour l'instant, Philippe? Bon. Il est aussi professeur dans le programme MBA sur la globalisation à la Kenichi Omai Graduate School of Business à Tokyo, Japon, et interviennent également dans d'autres institutions universitaires telles que Cambridge, Henley Business School, HEC Paris, l'université de Cergy-Pontoise. Il est auteur de l'évaluation COF, donc le Cultural Orientations Framework, qu'on verra tout à l'heure ce soir. Et en plus de tout cela, il a écrit 2 livres, dont Coaching Across Cultures en 2003, avec la version française, le coaching interculturel, sorti en 2009. Et son travail pionnier d'intégration de la dimension interculturelle dans la pratique de coaching lui a valu une large reconnaissance internationale. En 2018, il sort son 2e livre, Leadership et Coaching Global, qui a été décrit comme ayant fait progresser l'art et la science de coaching vers un nouveau palier. Il a aussi contribué à plusieurs livres et publications. En plus, il a reçu de nombreux prix, dont le Thinkers 50 de Marshall Goldsmith, Leading Global Coaches Award à Londres en 2019. Et pour finir, Philippe vit à Bruxelles avec son épouse et il parle 3 langues. Donc, je vous invite, il y a plusieurs événements, des possibilités d'accéder à ces formations. Il lance une formation en ligne le 12 octobre, la certification de COF Assessment. Donc, c'est presque la date limite. Si vous êtes intéressé, je mettrai tout à l'heure dans le chat les liens que vous pouvez aller pour avoir des renseignements plus précis et éventuellement vous inscrire. Et il a 2 dates, une en anglais, une en français, pour le séminaire Leadership and Coaching interculturel, la certification de COF Assessment,
donc du 30 novembre au 2 décembre à Bruxelles et du 23 au 25 mars 2021 à Paris. Donc, maintenant, nous avons la chance aujourd'hui de lui entendre parler de comment déployer le potentiel des personnes, des équipes et des organisations grâce au coaching interculturel. Et là, je laisse la parole à Philippe. Merci beaucoup, Pamela, pour tout ce que tu as partagé. Et je suis ravi de vous rencontrer tous, même si ce n'est qu'à distance. Et je me réjouis de passer ce moment avec vous. C'est un moment de présentation, mais aussi d'échange. Et je vous inviterai vos questions et j'aurai aussi des questions à vous poser. Alors, je vais partager mon écran ici. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà, j'ai quelques slides à vous présenter. Donc, le sujet, comment déployer le potentiel des personnes, des équipes, des organisations grâce au coaching interculturel. Alors, peut-être, avant de nous lancer dans cette présentation, j'ai envie de vous poser une question à tous et d'utiliser le chat, puisqu'on a des possibilités quand même avec Zoom, autant les utiliser. Deux questions très rapides. Quelle est votre profession actuelle et dans quel pays êtes-vous actuellement en ce moment? Dans quelle région êtes-vous? Deux questions très rapides pour nous donner une idée de savoir qui se trouve ici parmi nous aujourd'hui. Si vous pouvez répondre dans le chat, et je laisse Pamela, je regarderai aussi, mais je laisse Pamela monitorer le chat et nous donner peut-être un aperçu de la diversité des personnes que nous avons parmi nous aujourd'hui. Je vais voir si je peux voir le chat aussi. Oui. Oups. Paris, Allemagne, Londres, Paris. Beaucoup en France aussi. Mais je vois aussi même Singapour. Bien entendu. Ceci est à France, mais je constate qu'il y a des personnes États-Unis, près de Lyon, interculturalistes, consultants, coachs, enseignants. Voilà, super. Voilà, donc on aurait pu s'imaginer si c'était en France qu'on a essentiellement des personnes en France. C'est loin d'être le cas. Bien sûr, on a beaucoup de personnes en France. Voilà, bienvenue à tout le monde en tout cas. Et ce que j'avais... Si je peux passer au slide suivant. Suivant, voilà. Alors, voilà ce que je vous propose pour le moment que nous allons passer ensemble, c'est d'introduire ce coaching interculturel. Il y a différents concepts, quand on parle de culture, différentes visions de ce que la culture représente, et je voudrais mettre en avant une vision dynamique et inclusive de ce concept de culture. Peut-être, je dirais quelques mots des attitudes face aux différences culturelles, mais surtout, je partagerai un outil, un vocabulaire, pour naviguer dans les eaux interculturelles. Et je parlerai surtout aussi de la manière dont cet outil, le tableau des orientations culturelles, peut être mis en pratique à 4 niveaux. Niveau individuel, équipe, organisationnel et sociétal. Alors, on va surtout s'intéresser au niveau individuel et d'équipe, mais on va dire quelques mots aussi sur le développement organisationnel. Et en faisant tout ce travail, je pense qu'on peut avoir un impact positif sur la société, notamment contribuer à bâtir un petit peu plus d'unité dans la diversité. C'est quelque chose qui est bien nécessaire aujourd'hui. Alors, d'abord ce constat qui est le suivant, c'est que, alors je pense que vous êtes tous conscients du fait que les différences culturelles, parfois, même souvent malheureusement, sont une source d'incompréhension, de frustration, de conflits, amènent toutes sortes de problèmes, mais elles peuvent aussi être une richesse. Cela dit, il ne suffit pas de décréter, de dire que les différences culturelles sont une richesse pour que la richesse soit automatiquement déployée. Pour déployer la richesse dans cette différence culturelle, il faut quelque chose, et ce quelque chose, c'est, à mon sens, le coaching interculturel, qui a vraiment pour vocation de déployer toute la richesse qui se trouve dans la diversité culturelle. Alors,
un mot ici. Il y a quelque chose, juste un petit commentaire pour Pamela. Chaque fois que quelqu'un essaye de rentrer, je reçois une indication. Alors, je ne sais pas si, il y a moyen de changer ça. C'est un petit peu Je vais perturbant. essayer de m'en occuper. Pas moyen, pas de souci. Je vais essayer de m'en occuper. Invité à mettre une personne en même temps parler. J'ai encore du mal à faire ces deux tâches en même temps. Donc, on en vient sur le concept de coaching interculturel. Ma démarche, elle est partie, c'est une démarche de coach. Ça fait depuis pas mal d'années que je fais du coaching, depuis près de 30 ans. Et ce qui m'avait frappé, c'est que le coaching vient principalement du monde anglo-saxon, en tout cas à ma connaissance. Mais en venant du monde anglo-saxon, ce qui était présenté comme quelque chose d'universel ne l'était pas en réalité. Je vais donner un exemple. Je suis membre d'ICF International Coach Federation et parmi les compétences clés du coach, il faut être direct dans sa communication. Pour être un bon coach, les compétences viennent de changer très récemment, mais jusqu'à longtemps, pour être un bon coach, il fallait être direct. Alors c'est important d'être direct parce que ça permet d'être bien compris, ça permet de confronter les personnes et dans le coaching, ça peut être utile. Mais si on n'est que direct dans sa communication, on risque de s'aliéner son interlocuteur. Comme tu disais, Pamela, je suis professeur dans une université au Japon et je peux vous dire que si on n'est que direct dans la communication et le coaching peuvent s'arrêter très rapidement. Donc, il existe une autre forme de communication, vous connaissez tous, je pense, qui est la communication indirecte. Et la communication indirecte le but de cette communication, c'est de maintenir de l'harmonie, de veiller à ce qu'on ait de l'harmonie entre nous plutôt que de viser la clarté en tant que telle. Donc, un simple exemple pour dire que les deux existent et les deux peuvent d'ailleurs coexister. On peut être à la fois direct et indirect dans sa communication si on arrive à être clair, précis et tout en étant sensible quant à la manière de communiquer. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que, voilà, un simple exemple, mais on pouvait multiplier les exemples. Et le constat, c'était que finalement, cette perspective interculturelle n'avait pas été prise en compte dans le coaching. Donc, l'idée, c'était de l'intégrer de manière plus systématique dans le coaching. Et de la même façon, si on prend le point de vue de l'interculturalisme, parfois, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il existe de nombreuses études interculturelles qui comparent des cultures différentes. On dit les Français sont plutôt comme ça, les Américains sont plutôt comme ça, les Belges plus sont comme ça. C'est très utile, très intéressant, mais ce qui me semblait manquer, c'est comment faire pour bâtir de l'unité dans cette diversité. Et je pense que là, autant l'interculturalisme peut apporter au coaching, autant le coaching peut aussi apporter à l'interculturalisme en aidant à déployer la richesse qui se trouve dans cette diversité. Alors, juste très rapidement, quelques mots sur le parcours. Ce sujet m'intéresse depuis longtemps et j'ai pu faire une première présentation là-dessus il y a déjà plus de 20 ans. C'était à Londres. Il y a eu la publication ensuite de mon premier livre, Coaching Across Cultures, qui a été traduit en français quelques années plus tard, Coaching interculturel. Et le séminaire dont tu parlais, Pamela, première version a eu lieu en 2006. La première version française, c'était en 2011. En 2006, c'était aussi le début de cet outil d'assessment culturel, COF. Et une nouvelle version vient de sortir en 2018, qui existe bien sûr aussi en version française. Alors, quelques mots pour bien préciser l'objectif ici. Parce que le mot coaching interculturel peut parfois prêter à confusion. Les gens, souvent, vont se dire à quoi ça sert ce coaching interculturel et vont penser sans doute que ça sert à aider les gens à travailler plus efficacement au travers de cultures différentes. Et bien sûr, ça, c'est un des objectifs. On va voir, ce n'est pas simplement au sens international. On va voir que c'est bien plus large que ça. Il y a un deuxième objectif pour le coaching interculturel qui est finalement pour moi une forme plus créative et complète du coaching. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une invitation à remettre en question nos croyances culturelles, nos normes, nos valeurs. Alors, si nos normes, nos croyances, nos valeurs nous conviennent et conviennent à notre entourage, surtout, il ne faut rien changer. Mais si on voit que ces normes ou ces croyances ou ces valeurs peuvent s'avérer limitantes pour nous et pour les gens autour de nous, là, nous avons l'opportunité d'aller au-delà de ces normes.
La culture n'est pas figée dans le marbre. On a l'occasion de remettre en question certaines de ces croyances, de ces normes, d'apprendre des autres cultures pour enrichir notre répertoire. Et ce que je veux dire par notre répertoire, ça concerne toutes les activités auxquelles nous sommes confrontés. Enrichir notre façon de penser, nous pouvons non seulement penser de notre façon habituelle, mais aussi apprendre à penser en apprenant d'autres cultures, d'autres façons de communiquer, d'autres façons de gérer le temps, d'autres façons de s'organiser. Nous ne sommes pas limités parce que nous avons appris, nous pouvons continuer à apprendre d'autres cultures et en ce sens avoir plus d'options à notre disposition. Et donc, le point ici à mentionner, c'est que quand je parle de coaching interculturel, les gens se disent « Ah, ça c'est peut-être une discipline qui est réservée à ceux qui travaillent de manière internationale. » Non, pas du tout. Ça concerne tout le monde, les coachs, les interculturalistes, toute personne qui souhaite tirer pleinement parti de la diversité culturelle, y compris celle qui se trouve dans notre environnement habituel. Alors, coaching, juste une définition, je pense que plusieurs parmi vous sont déjà coachs, c'est l'art de faciliter le déploiement du potentiel humain, déployer le potentiel humain pour atteindre des objectifs importants et significatifs. Très concrètement, les coachs, ce qu'ils font, c'est être à l'écoute, poser des questions, généralement des questions ouvertes, non pas pour dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, mais pour les aider à accéder à leur propre réponse au potentiel qui se trouve en eux, individuellement ou collectivement. Ça, c'est l'idée du coaching. Et pour être plus précis, quand je parle de coaching ou de coach, je ne parle pas uniquement de coach professionnel. Je parle de coach professionnel qui serait soit dans une entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Je m'adresse aussi aux dirigeants, aux managers qui auraient comme style de leadership le coaching ou plus généralement comme philosophie de leadership le coaching. C'est-à-dire qu'ils ont comme philosophie de penser que les personnes ont plus de potentiel que ce qu'ils sont en mesure de manifester et ils considèrent leur rôle comme aider à déployer le potentiel humain qui se trouve dans leur organisation, en ce compris dans son aspect de diversité culturelle. Donc, coaching interculturel, si je reprends la première définition, vous voyez, il s'agit de déployer de manière plus proactive le potentiel qui réside dans la diversité culturelle. Et créativité, c'est une définition assez pragmatique. Encore une fois, si nos solutions habituelles fonctionnent, il faut surtout ne rien changer. Mais quand on se trouve face à un problème complexe et pour lequel les solutions habituelles ne fonctionnent pas, c'est là que c'est utile de sortir du cadre en allant apprendre d'autres cultures. Alors, je vais m'arrêter un instant pour vous poser une question et vous demander, avant de proposer ma définition du concept de culture, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, culture? Comment est-ce que vous définiriez le concept de culture? Et je vous laisse soit noter ça dans le chat, auquel cas, Pamela, je t'invite à remonter ça, ou si quelqu'un a envie de s'exprimer, de prendre la parole, n'hésitez pas. Je suis curieux d'entendre vos définitions du concept de culture. Quelqu'un ose ouvrir leur micro? Oui, si vous parlez, enlevez votre micro au préalable, s'il vous plaît. Mais voilà, qui a envie de définir le concept de culture? On a beaucoup d'interculturalistes parmi nous. Ce serait quoi votre définition du concept de culture? Pour l'instant, on n'a que deux choses dans le chat. Vas-y. T'es timide aujourd'hui. Vas-y, partage une des deux alors, Pamela. Donc, on a un software of the mind en anglais, ou un faisceau d'évidence partagée, un ensemble de valeurs partagées, et d'autres qui réfléchissent. Appartenance, Voilà. valeurs, croyances. D'accord. Si vous voulez, je peux en dire un petit peu plus sur ce que j'ai écrit. Non, est-ce que c'est OK de te tutoyer? Oui, tout à fait, aucun Je problème. ne te vois pas par contre. Alors, je vais mettre la vidéo. Hop, voilà. Voilà.
Vas-y, Louis. J'ai bien conscience que cette, pardon, cette définition comment dire, n'englobe pas l'ensemble de la problématique, mais simplement, j'aime bien insister sur le terme évidence, parce qu'en tant qu'interculturaliste, j'ai souvent constaté que quand il y a des chocs culturels, quand les gens de cultures différentes ne se comprennent pas, c'est qu'ils ne partagent justement pas les mêmes évidences, et ce qui leur paraît évident, ils n'en parlent pas, et ils comprennent pas pourquoi la personne en face d'eux agit de façon si bizarre. C'est simplement que voilà, quand on appartient à la même culture, on partage les mêmes évidences, et quand on appartient à des cultures différentes, on ne les partage pas, et ça crée tous les problèmes qu'on connaît. Très bien, merci. Tout à fait, c'est ce qu'on peut constater effectivement très souvent. Donc, merci Louis pour ce partage. Alors, une définition que je voudrais vous proposer, et qui est, je pense, tout à fait en cohérence avec ce que tu viens de dire et ce que d'autres ont pu écrire, c'est la culture d'un groupe, c'est un phénomène de groupe, c'est l'ensemble des caractéristiques qui s'agrémentent d'un groupe, des membres d'un autre groupe. Et corollaire à ça, c'est que nous appartenons à plusieurs groupes en même temps, nous avons tous plusieurs cultures. Quelqu'un peut être français, mais aussi d'une certaine génération, d'une certaine profession, travailler dans une certaine entreprise qui a sa culture, au sein de cette entreprise se trouver dans une certaine division qui est aussi sa culture. Donc, on a tous plusieurs cultures. Ça, c'est un premier élément que je voulais partager avec vous. Et sans m'appesantir là-dessus, je pense que vous connaissez ces modèles, les rondelles d'oignon et puis aussi l'iceberg. Voilà un beau dessin. La version française se trouve ici. Juste quelques mots pour dire que dans la définition que je propose, on examine à la fois la réalité externe et la réalité interne. Donc, ce n'est pas uniquement le software of the mind, donc qui serait plutôt la réalité interne, c'est aussi les manifestations externes. Et c'est intéressant de prendre conscience qu'il existe, comme disait Louis, toute une série de possibilités. Ce qui est évident pour nous n'est pas forcément évident pour les autres. Et ce qui est aussi important, je pense que ça c'est une évidence pour vous tous, c'est de dire, il ne suffit pas de s'intéresser aux manifestations visibles, c'est intéressant de voir la réalité sous-jacente interne non visible. Alors, normes, valeurs, hypothèses de base, je voudrais juste dire ceci. Les normes, c'est ce qui est approprié ou inapproprié. Et la posture du coach interculturel, ce n'est pas de porter un jugement définitif, de dire par exemple faire du coaching par téléphone ou par email, parce que j'ai quelqu'un qui me disait que lui fait maintenant du coaching par email, que ça, ce n'est pas acceptable. La question, l'invitation, c'est plutôt de suspendre notre jugement, de se demander en quoi cette autre norme, qui n'est pas forcément la nôtre, peut se révéler intéressante dans certains cas. Et même chose pour les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui était important pour un groupe donné. Alors, les valeurs dans une entreprise, par exemple, des valeurs classiques, c'est le profit, la part de marché. De plus en plus, on parle aussi de durabilité. Mais l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la paresse. Parce que j'avais écrit mon livre en anglais. Et là, l'éditeur américain était un peu choqué par la valeur de paresse. Et j'ai dû d'ailleurs j'ai accepté de remplacer le mot laziness par la valeur d'en faire le moins possible. Mais j'ai dit qu'en France, il existe des auteurs, des philosophes qui font l'apologie de la paresse. Et si on réfléchit à cette question, la paresse peut se révéler dans certains cas intéressante. Par exemple, quelqu'un qui est sur le point d'avoir un burn-out, et de plus en plus, c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le point d'avoir un burn-out, si cette personne, à ce moment-là, prenait pour son compte la valeur de paresse, ça pourrait lui éviter ce burn-out, ça pourrait l'amener à ralentir un petit peu, à pas trop se prendre la tête. Donc, une valeur qui peut même paraître choquante pour certains, peut se révéler dans d'autres contextes intéressants. C'est ça la posture du coach interculturaliste, qui est de suspendre le jugement, de dire en quoi cette valeur, qui n'est pas forcément la mienne, peut se révéler dans certains cas intéressants. Si on va encore plus en profondeur, il y a ce qu'on appelle les hypothèses de base ou croyances fondamentales. Et là, ça fait référence à des défis universels auxquels nous sommes par définition tous confrontés, et différents groupes ont trouvé différentes réponses par rapport à ces défis. Alors, j'ai donné juste 2 exemples pour illustrer le propos. Un premier exemple, c'est une dimension qui nous vient de Kluckhohn et Strodeberg dans les années 60, de parler de contrôle et de subjugation to nature. Vous allez voir, je vais remplacer le deuxième terme par quelque chose de plus simple. Mais si on prend le contrôle, dans la culture de coaching en provenance des États-Unis, il y avait cette idée de contrôle, cette idée que si je travaille dur, je persévère, je peux arriver à tout.
Un certain auteur, Tony Robbins, que vous connaissez peut-être, a écrit un livre « Pouvoir illimité », suggérant que voilà, notre pouvoir, il est vraiment illimité. On a une capacité incroyable de faire des choses exceptionnelles. Alors, cette croyance est formidable parce qu'il y a un effet de prophétie qui se réalise. Si je crois dur comme fer que tout est possible et que je peux y arriver, j'aurai sans doute tendance à mettre tout en œuvre pour y arriver. Et parfois, je risque d'atteindre un succès inespéré. Donc ça, c'est l'effet positif de ça. Mais il y a un petit problème quand même. Et ce petit problème, je vais l'illustrer par l'exemple qu'il y a eu le Tour de France récemment. Lance Armstrong, vous vous rappelez, qui a failli mourir. Il était sur son lit de mort presque, avec un cancer, des métastases. On a dû l'opérer au cerveau pour enlever les métastases. Non seulement il a réussi à guérir, mais ensuite il a gagné 7 Tours de France. Exceptionnel. Alors, je ne connais pas sa psychologie profonde, mais je pense qu'il s'est dit que rien n'est impossible, je vais y arriver, et il a réussi. Mais il y a un mais. Le mais, c'est qu'il s'est dopé quand même. Il a triché, et sans doute, peut-être, c'était parce que comme le succès était impératif et l'échec n'était pas permis, n'était pas autorisé, mais il a tout mis en œuvre pour réussir, y compris en trichant. Et le danger de cette perspective de contrôle, c'est qu'on risque d'aller au-delà de nos limites. Si on applique ça dans l'entreprise, on peut amener les autres à aller au-delà de leurs limites. Si on applique ça à la planète, on va au-delà des limites de la planète. Et donc là, c'est le danger de cette perspective de contrôle. Une autre perspective existe, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et là, si je prends ça littéralement, ça veut dire que le pouvoir est à l'extérieur de moi. Si on prend ça littéralement, on a quand même un problème parce qu'on peut tous s'arrêter de travailler puisque ce que nous allons faire n'a quand même pas d'impact. Tout est déjà prédéfini, toute une affaire de destin. Mais avant de rejeter ça trop rapidement, je pense qu'il y a une sagesse dans cette notion d'humilité. Alors le terme au départ, c'était subjugation à la nature et moi j'ai remplacé ça par humilité parce que je pense que d'abord c'est plus simple, mais aussi ça fait prendre conscience du côté potentiellement intéressant de cette autre perspective qui nous invite à accepter davantage nos limitations. Et alors, quand on va réussir, on sera peut-être moins fier parce qu'on se rendra compte qu'on n'est pas seul responsable de notre succès, sans doute, mais quand on va rater, on va moins se prendre la tête parce qu'on aura fait tout notre possible. Et la bonne nouvelle, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant ici, c'est que ça ne doit pas être l'un ou l'autre. Souvent, et c'est vrai aussi, je pense parfois pour nous interculturalistes, on a tendance à penser en termes de « ou ». On est encore sous l'influence d'Aristote et son principe du tiers exclu, qui dit que s'il y a deux propositions contradictoires, si l'une est vraie, l'autre doit être fausse. Mais si on y réfléchit, ça, on peut dire que c'est vrai et faux en même temps. On peut avoir parfois le beurre et l'argent du beurre. Et si on combine le contrôle et l'humilité, on pourrait viser un succès davantage durable. On agit avec détermination, comme si on a tout le pouvoir, tout en étant conscient en même temps que on n'a pas tout le pouvoir. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus paradoxal, mais in fine, je crois que c'est aussi plus juste. Alors, si on fait un lien avec la crise du Covid actuelle, on peut remarquer cette dualité à l'œuvre. Dans un cas, alors le contrôle du côté positif, le côté positif de ça, ce serait que chacun agit et prend ses responsabilités pour contribuer à endiguer cette pandémie. Ça, ce serait le côté positif du contrôle. Le côté négatif ou excessif du contrôle, on peut le voir, je pense, au moins de deux façons. Première façon, c'est le déni. Vous vous rappelez un certain président qui disait « Moi, j'ai un passé d'athlète, le Covid ne peut pas me toucher, même si je deviens positif, je ne vais jamais tomber gravement malade du Covid parce que j'ai été un athlète toute ma vie et je peux avoir aujourd'hui plus de 60 ans, ce n'est pas un problème. » Ça, c'est un peu un déni parce que à ce jour, en tout cas à ma connaissance, on ne sait pas exactement qui est susceptible de vraiment contracter la maladie de manière grave ou pas. On est tous susceptibles de tomber gravement malade, même si en termes de probabilité, le nombre de probabilités est faible quand même, mais ça peut arriver. Alors l'autre manifestation de ce contrôle, ce serait de vouloir contrôler tous les risques de manière excessive. C'est-à-dire que je vais fermer toutes les écoles, je ferme toutes les entreprises, on ferme tout. Et là, c'est sûr, on reconfine. Là, c'est sûr, on va enrayer la propagation du virus. Mais le danger, c'est que l'économie risque de s'effondrer et nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de ces contacts. Donc,
quand toutes les universités sont fermées, comme c'est le cas dans certains pays, c'est triste, et en particulier, c'est triste pour les nouveaux étudiants. Donc, notre perspective, c'est de dire je ne vais pas pouvoir tout contrôler et je vais accepter un certain niveau de risque. Me rendre compte que je vais devoir lâcher prise sur certaines choses parce que je ne vais pas pouvoir tout contrôler. Voilà un exemple, contrôle, humilité. Je vais donner un autre exemple de ces croyances fondamentales. Alors, je suis désolé de le rappeler, mais on va tous mourir un jour. On ne sait pas quand, mais notre temps sur Terre, il est limité. Alors, dans certaines cultures, la conclusion qu'on tire, c'est que comme le temps est, notre temps est limité, on va considérer que le temps est rare. Et le temps est rare, ça veut dire qu'on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va apprendre à être de plus en plus efficient, de plus en plus productif, à pouvoir faire beaucoup de choses en peu de temps. Et un bon coach, dans cette perspective-là, va être quelqu'un qui va aider son client à être encore plus productif. Alors, c'est formidable, mais à un moment, on devient tellement productif qu'on a le sentiment de courir après le temps, de courir d'une chose à l'autre. Et je parlais hier encore à une cliente qui me faisait part de son expérience Covid. Maintenant, tout le monde travaille, en tout cas dans son entreprise, à la maison, donc tout se fait à distance. Elle disait avant, ils avaient des journées déjà très bien remplies, mais au moins entre deux réunions, ils pouvaient prendre 5 minutes pour marcher, pour aller d'un bureau à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a même plus ces 5 minutes parce que c'est un clic, on termine la réunion, un autre clic, on ouvre une autre réunion, et donc c'est des réunions qui s'enchaînent sans fin. Alors ça, donc on peut être très efficient, mais est-ce qu'on est efficace? Ça, c'est une autre question. Et pour être efficace, ce qui peut être intéressant, c'est de se rendre compte que le temps, on peut aussi le voir comme une denrée abondante. Une denrée abondante, si je considère que le temps est abondant, je peux ralentir, prendre le temps. Et c'est précisément en ralentissant, en prenant le temps que je peux me rendre compte de ce qui importe vraiment. Je peux discerner ce qui est vraiment essentiel. Alors que si je suis dans une frénésie d'action, prisonnier du temps rare, je risque de perdre de vue ce qui est important. Donc là, on obtient de l'efficacité, c'est-à-dire faire les choses qui importent, faire les bonnes choses, et pas simplement de l'efficience, c'est-à-dire de faire les choses bien. Et encore une fois, ça ne doit pas être l'un ou l'autre. L'enjeu ici, c'est d'être à la fois efficient, d'être productif, mais en même temps efficace, de réfléchir, de prendre du recul et de passer son temps à faire des choses qui importent vraiment. Et le paradoxe ici de la situation, c'est que c'est précisément en considérant le temps comme abondant, en ralentissant, qu'on peut mieux apprécier la rareté du temps. Si je suis dans une frénésie d'action, j'aurais du mal à apprécier la rareté du temps. Donc, voilà, le côté un peu paradoxal, et encore une fois, on est dans le « et » plutôt que le « ou ». Et quand on parle de différentes attitudes face aux différences culturelles, on peut avoir une attitude très critique face aux différences, on peut considérer que tout se vaut, que les différences finalement n'ont pas d'importance, et puis on peut passer dans un autre type d'attitude face aux différences culturelles qui consiste à se rendre compte qu'il existe différentes cartes du monde et que voilà, différentes perspectives, de les accepter, être prêt à s'adapter à des cultures différentes. Mais ce que je suis en train de... Mon invitation ici, c'est d'aller encore plus loin que ça et de chercher à tirer parti de différences, de faire une synthèse de ces différences. Ici, en l'occurrence, comment combiner à la fois le temps rare et le temps abondant, être dans l'efficience et dans l'efficacité. OK? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Soit dans le chat, soit vous ouvrez votre micro si vous voulez poser une question. Alors, je vous dis tout de suite, je vais faire ça en mode présentation, mais d'ici un petit temps, j'ai une activité pour vous, on a prévu une petite activité pour vous de réflexion, où là, on va vous mettre en sous-groupe. Et donc, voilà, je vous préviens tout de suite que même si vous n'avez pas de questions, ce qui est tout à fait OK, moi, j'en aurai en tout cas une ou même plusieurs pour vous dans quelques instants. Donc, vos questions sont les bienvenues, mais si c'est OK, Pamela, est-ce qu'il y a une question ou bien est-ce qu'on continue? Ah, là, je ne t'entends pas. Tu as enlevé ton micro, donc là, je ne t'entends plus. Mais j'ai vu que tu disais non. Donc... Clair, crystal clear, tout va bien. OK. Alors, une des difficultés avec cette perspective culturelle, c'est que tout le monde n'est pas interculturaliste professionnel comme nombreux parmi vous. Si on
on voit les managers ou les professionnels de manière générale, ce qui leur manque, c'est un vocabulaire pour appréhender cet univers culturel. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est, je n'ai pas réinventé la roue parce qu'il existe de nombreux modèles en la matière, mais je vais parler de ce modèle dans quelques instants. Mais ce que j'invite les managers ou les personnes, les professionnels à faire, c'est non pas de s'intéresser à tout le terrain culturel, parce que c'est presque sans fin, de valeurs, de croyances, de comportements, on peut décrire ça à l'infini, mais c'est de s'intéresser à certains aspects saillants d'une culture sous forme d'orientation culturelle. Je pense que c'est un concept que nombreux parmi vous connaissez déjà, une propension à penser, éprouver ou agir qui est déterminée, en tout cas influencée par la culture. Et j'ai donné déjà quelques exemples. Le temps rare versus le temps abondant, communication directe versus indirecte, contrôle versus humilité. Ça ne décrit pas toute une culture, mais ça nous donne en tout cas quelques points de repère. Et comme le disaient Edward Stewart et Milton Bennett, en tout cas, leur recherche a montré, et ça allait dans le sens, je pense, de ce que Louis disait tout à l'heure, qu'une des difficultés, c'est que on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est différent parmi nous. Alors, ce qui est évident pour nous n'est pas forcément évident pour l'autre, mais si on arrivait, à contrario, à déjà voir en quoi nous sommes différents, en quoi nos cultures sont différentes, on aurait déjà fait presque la moitié du chemin. Donc, la seule conscience de nos différences est déjà significative. Si je peux être conscient que nous, on n'a pas un problème entre nous, Pamela, enfin, on n'a vraiment pas un problème, mais si on avait un conflit entre nous, ce qui n'est pas le cas, hein, je dirais, Pamela, ce n'est pas une question de personne entre nous, c'est simplement qu'on a différentes manières de penser à cette situation, on a différentes manières de communiquer, toi tu es plus dans une communication comme ceci, et moi comme cela, et tout l'enjeu c'est de combler les écarts qui existent entre nous. Donc, ce qui était parfois, on aurait pu percevoir comme un problème de personne est simplement une incompréhension culturelle, on a mis le doigt sur cette incompréhension, et maintenant il s'agit de bâtir des ponts entre ces différences. Alors, ce que j'ai fait, c'est reprendre un certain nombre des travaux de nombreux interculturalistes. Déjà dans les années 50, Talcott Parsons, et puis dans les années 60, on a eu Kluckhohn, Strothberg, on a eu aussi plus tard Hofstede, Edward Hall, plusieurs interculturalistes qui ont défini une série de dimensions interculturelles. J'ai repris des dimensions qui existaient déjà. Alors j'ai un peu modifié les définitions, il y a quand même quelques nuances, mais essentiellement j'ai repris des définitions, des dimensions qui existaient déjà, et je les ai regroupées dans 7 catégories. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elles sont importantes. C'est important en tant que professionnel, en tant que manager, en tant que coach, de se rendre compte qu'il existe des variations dans la manière de penser, de communiquer, de s'organiser, de gérer le temps. Et si on a déjà cette conscience, ça va nous permettre de vaincre ou de combattre un certain nombre de malentendus, de lever un certain nombre de malentendus. Alors le modèle, il consiste en 17 dimensions, mais l'outil, je pense à l'inverse de nombreux outils qui existent, ne se limite pas à ces 17 dimensions, donne la possibilité de créer d'autres dimensions interculturelles. Parce que il n'est pas la prétention avec ces 17 dimensions de couvrir l'ensemble du champ. Et donc, parfois, pour certains projets, les gens me disaient « Ah, mais c'est dommage que dans votre modèle, il n'y a pas ceci ou cela. » La bonne nouvelle, si, il n'y a pas ça, mais on peut le rajouter. On peut rajouter cette dimension. L'outil permet de faire ça. Alors, j'ai passé très rapidement en revue les dimensions. En tout cas, certaines d'entre elles, je ne vais pas passer tout en revue ici. Je pense que c'est connu pour plusieurs d'entre vous. Mais ce que je vais souligner, c'est peut-être des différences entre cette approche et ce qui se fait parfois dans des approches plus classiques en interculturalisme. Donc, contrôle, humilité, on en a parlé, temps rare, abondant, on en a parlé, mais monochronique, polychronique. C'était Edward Hall qui était venu avec cette dimension-là. Et il comparait ce qu'il appelle les M-people, ceux qui sont dans le temps monochrone, et les P-people, polychrones. Il disait, dans des cultures polychrones, il parlait des gens polychrones, eux vont par exemple faire plusieurs réunions en même temps. Certains pays, je pense qu'il citait l'Égypte, j'en suis plus sûr, mais comme pays où c'était le cas, où quelqu'un va être dans une réunion et puis il laisse la réunion se
se poursuivre, et puis il va dans une autre réunion, et puis dans une autre réunion. Et il dit, en Europe occidentale, on n'a pas tendance à faire ça. Si on est dans une réunion, on est dans une seule réunion à la fois. Et donc, notre culture ici, elle est plus monochrone. Moi, j'utilise ça un peu différemment. Pour moi, j'utilise ces termes moins pour dire que les Français sont comme ça et les Américains sont comme ça ou les Égyptiens comme ça, mais plus pour décrire une certaine réalité. Si la réalité, y compris en France ou en Belgique ou aux États-Unis, c'est qu'on fait plusieurs choses en même temps. Et je constate que, par exemple, des managers vont être dans une réunion. C'est vrai encore plus aujourd'hui, me dit-on, dans cet univers virtuel où les gens vont être dans une réunion et parfois, me disait ma cliente, ils vont enlever leur vidéo, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être filmés ou enregistrés, comme ce serait le cas parmi certains d'entre vous aujourd'hui, mais parce qu'en enlevant la vidéo, ils vont pouvoir à leur aise être sur leur smartphone et faire deux choses en même temps. Ou ils vont regarder des mails en même temps qu'ils sont dans une réunion. Là, on est en plein dans du temps polychrone. Alors parfois, c'est intéressant parce que ça permet de gagner du temps en faisant plusieurs choses à la fois. Mais le problème de ça, c'est qu'on risque de ne pas être pleinement présent dans la réunion ou de ne pas se donner le temps de mener une tâche importante à son terme. Parce qu'on se disperse trop et on fait trop de choses en même temps. Et donc, pour moi, ici, le vocabulaire, il est plus utilisé pour aider chacun à prendre conscience de ses habitudes, de ses biais culturels et de se demander, est-ce que ça marche pour vous, est-ce que ça marche pour d'autres personnes? Si ce n'est pas le cas, et toutes ces autres orientations nous donnent d'autres choix possibles. Alors, je ne vais pas les passer tout en revue ici, mais je pense que vous avez compris l'idée. En revanche, il y a, Pamela, une feuille avec toutes ces définitions. Si tu peux le partager, donc toutes ces définitions via le chat, c'est comme ça vous aurez chacun les définitions ici liées à chacune de ces dimensions. Tout ça est décrit en détail dans mes deux livres, Coaching interculturel et Leadership et Coaching global. Normalement, c'est fait. Voilà. Alors, je vous invite aussi, donc il y a cet outil d'évaluation. Il existe une version gratuite, donc par définition accessible à tous. Et je vous invite d'ailleurs à faire cette évaluation CEOB gratuite. Vous verrez que, contrairement à d'autres outils ici, vous n'aurez pas un rapport qui vous dit votre profil c'est cela, donc ça veut dire que vous êtes comme ci, comme ci, comme ça. Vous avez des résultats, des graphiques, mais c'est charge à vous de voir ce que ça peut vouloir dire pour vous. Et pour moi, la richesse, elle est moins dans les résultats en tant que tels que dans la discussion qu'on peut avoir, notamment avec son coach ensuite. Qu'est-ce que ces résultats peuvent vouloir dire? Qu'est-ce que ça implique? La richesse se trouve dans l'échange qu'on peut avoir avec soi, avec son coach, avec son équipe, avec aussi toute son organisation, parce que ça peut être utile aussi dans des projets de développement organisationnel. Alors, je vais dire deux mots, plutôt que de continuer sur ce slide, je voudrais dire quelques mots sur les applications du coaching interculturel. Il y a vraiment 4 grands niveaux d'application, comme je l'évoquais tout à l'heure. Première application, c'est d'abord un travail sur soi, de se coacher soi-même. Je pense que vous êtes tous déjà bien conscients de vos biais culturels, mais c'est un travail qui peut toujours aller plus en profondeur. D'être conscient de nos biais culturels, c'est important, parce qu'inévitablement, nos biais culturels vont avoir un impact sur la façon dont nous comportons avec les autres, que ce soit dans des relations professionnelles, des relations familiales, dans le leadership, dans le coaching. Et déjà, d'être conscient de ces biais, c'est essentiel parce que du coup, on n'est pas prisonnier de ces biais. Si nos biais culturels nous amènent à avoir un comportement qui n'est pas forcément le plus efficace, on n'est pas prisonnier, on peut changer notre comportement en apprenant d'autres cultures ou en considérant peut-être la perspective qu'on avait sous-utilisée. Si je suis que dans la communication directe, l'opportunité sans doute de développement pour moi, c'est d'utiliser plus de communication indirecte. Alors l'application coaching de soi, coaching interpersonnel, c'est aussi le coaching d'équipe, le développement des équipes. On va en dire quelques mots tout de suite et je vais donner l'un ou l'autre exemple. Il y a ensuite le développement organisationnel. Et j'ai vu que Grant Douglas est là avec nous aujourd'hui. Le développement organisationnel, ça peut se faire à plusieurs niveaux. C'est les changements culturels au sein d'une organisation. Et Grant Douglas
pense, est prêt à partager son expérience tout à fait intéressante, qui a valu d'ailleurs un prix, qui lui a valu, ainsi qu'à ses collègues, un prix de développement organisationnel au sein de son école, de son université, IESEG, l'école de commerce qui se trouve à Lyon et aussi à Paris. Mais aussi, les applications au développement organisationnel, c'est lors de fusion, d'acquisition, d'alliances. Je ne crois pas qu'on aura le temps de rentrer là-dedans, mais ce que je dois vous dire, c'est que l'échec est souvent au rendez-vous. Les résultats sont catastrophiques dans les alliances, les fusions, acquisitions. Et de nombreuses recherches montrent que le facteur interculturel est souvent le premier facteur d'échec. C'est là où le bas blesse. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Si on aborde cette question de manière plus proactive, de voir quelles sont les cultures en présence et comment tirer parti des différences, on peut vraiment changer la situation. Et si on a le temps, je vous parlerai quand même d'exemples pratiques. Quand on fait tout ça, on travaille à tous ces niveaux, je pense que modestement, on peut tous apporter un peu plus d'unité dans la diversité. Et si on regarde l'état du monde aujourd'hui, je pense que ça, c'est quelque chose de très nécessaire et de très utile aujourd'hui. Alors l'outil, je vous disais, les résultats, ils se présentent de cette façon. Je vais juste dire un mot là-dessus ensuite, avant de vous inviter à une réflexion. On va vous mettre en groupe de 2 personnes dans quelques instants, mais pour ceux qui remplissent le questionnaire, vous recevrez un rapport qui ressemblera à ceci. Donc, il y aura 17 dimensions et vous verrez un résultat qui se présente comme ceci. Donc, si je prends la dimension contrôle, harmonie, humilité, le côté gauche, c'est votre préférence. Votre préférence, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle est votre croyance? Ici, en l'occurrence, la personne, elle est plutôt, si vous voyez le côté gauche de l'écran, elle est plutôt du côté contrôle que du côté humilité. Ça voudrait dire qu'elle a plutôt tendance à croire qu'elle est maître de son destin. Pas de manière absolue, mais elle a plutôt tendance à croire qu'elle est maître de son destin. C'est plutôt une question d'action proactive que de destin et de chance. Ça, c'est au niveau de la croyance. Maintenant, une autre question, c'est quelle que soit la croyance, quelle est ma compétence? Je peux croire que je suis maître de mon destin, mais est-ce que je suis bon en termes de proactivité? Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable d'agir de manière très proactive et de réaliser des choses? Et ici, alors, ce n'est qu'une auto-évaluation avec toutes les limites que ça comporte, mais je constate que c'est souvent un bon point de départ pour une discussion. Ici, cette personne, vous voyez, le résultat est plutôt bon, c'est son auto-évaluation. Ça veut dire que la personne croit que oui, je suis capable, généralement, de mener les choses à bien. Par contre, vous voyez, là où le résultat est moins favorable, c'est une auto-évaluation, la personne dit que sa compétence est plus limitée en termes d'humilité, c'est-à-dire qu'elle a du mal à lâcher prise. Et ça peut être un problème, en particulier dans le monde d'aujourd'hui qui est très changeant, très imprévisible. Si on a du mal à accepter ce qu'on ne contrôle pas, alors on va se sentir, ça va être très difficile pour nous parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Donc ici, c'est la compétence sans doute qui mérite d'être augmentée, c'est celle d'humilité. Et la personne qui aurait plus d'humilité, ce serait quelqu'un qui serait capable de lâcher prise, d'accepter ce que je ne peux pas changer, d'être OK avec ça, d'accepter aussi ses propres limites plutôt que de vouloir aller au-delà de ses limites. Vous voyez, souvent, je constate dans les entreprises en particulier, les gens en font beaucoup et parfois n'écoutent pas suffisamment leur corps et leurs limites. Et cette personne ici qui a rempli le questionnaire a ce même risque. Donc ça peut amener une conversation intéressante. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ces résultats pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous comme ça ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de changer, qui serait utile de changer? Et là, c'est l'échange en tant que tel qui est le plus important, pas les résultats. Alors, et les questions, vous allez voir, elles étaient posées de manière très transparente. Donc, ce qui ne va pas se passer, c'est des gens qui disent « Oui, mais c'est parce que le questionnaire, ce n'est pas ça que j'avais dit, c'est votre interprétation de mes réponses qui a conduit à ça. » Non, non, les questions étaient posées de manière très transparente. Donc, c'est un inconvénient, c'est que cet outil va être très peu utile pour une sélection, pour une évaluation de quelqu'un. Mais par contre, comme outil d'accompagnement, de changement, de développement personnel, là,
il peut s'avérer plus efficace. Alors, j'en viens aux questions que je voudrais vous poser. Vous n'avez pas, je pense, nombreux parmi vous n'ont pas eu l'occasion, on ne vous a pas invité à remplir le questionnaire. Néanmoins, vous avez tous reçu les définitions. Et donc, il y a 17 dimensions et pour chacune des dimensions, série de définitions. Donc, je vais vous inviter à choisir ne fût-ce qu'une dimension, parce que vous n'aurez pas le temps de tout explorer en détail. Là, pour ça, il faudrait beaucoup plus de temps. On ne va pas essayer de tout faire dans un temps de quelques minutes. Je préfère que vous vous intéressiez à une seule dimension. Vous choisissez, utilisez votre intuition, une des dimensions qui vous interpelle. Et je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelles sont vos orientations culturelles? Donc, par exemple, sur la dimension communication directe-indirecte, ben, je constate que j'ai plutôt tendance à être direct dans ma communication. Deuxième question, comment ça varie en fonction du contexte? Oui, peut-être à la maison, j'ai tendance à être très direct avec ma famille. Au bureau, je suis déjà un peu moins direct. Je prends un peu plus de gants. Donc, ça varie effectivement en fonction du contexte. Mais les questions importantes sont les suivantes. Comment est-ce que ça va influencer votre manière de coacher pour les coachs parmi vous, de mener les personnes, ou plus généralement de vous comporter en général, d'exercer votre profession? Qu'est-ce que vous avez tendance à surutiliser, à sous-utiliser? Quelles seraient vos opportunités de développement? Alors, je vais vous donner 10 minutes pour cela. C'est peu de temps, mais bon, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût du type d'échange qu'on peut avoir. Et je vais demander, pas encore, mais dans quelques instants, Pamela, d'utiliser une des possibilités de Zoom qui consiste à vous regrouper en groupe de 2 personnes. Je vais vous mettre par 2, comme ça vous avez chacun plus le temps d'échanger. Et ça va être fait de manière aléatoire. Et donc, quand vous vous retrouvez en groupe de 2, mon invitation, c'est que chacun d'entre vous prenne 5 minutes à jouer le rôle de coach. Et puis, donc, vous aidez l'autre personne à répondre à ces questions. Et vous l'aidez pas en lui donnant les réponses, mais simplement en son écoute et en lui posant ces questions. Et puis, après 5 minutes, vous changez de perspective. Et votre conversation reste entre vous. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose de sensible, le but est que ça reste entre vous. Je vous demanderai, après les 10 minutes, peut-être à l'un ou l'autre, volontaire de partager, de donner un petit aperçu de votre échange, mais ce sera uniquement sur base de volontariat. D'accord? Donc, je vous invite à jouer le jeu et à avoir cet échange. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas des coachs professionnels, tout ce que je vous invite à faire, c'est de simplement être à l'écoute de l'autre et lui poser ces questions et ne pas vous contenter de la première réponse. Donc, votre rôle de coach, c'est d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que je vous dis, prenez une seule dimension plutôt que plusieurs, mais allez un peu plus en profondeur. D'accord? Alors, ça va, il est à 7h moins 4 à ma montre, donc 10 minutes. On va se retrouver dans 10 minutes. Et puis là, on fera un rapide debrief et puis je parlerai de coaching d'équipe avant de laisser la parole à Grant pour nous dire quelques mots de développement organisationnel. Je vois que Grant est toujours là. Donc... Et juste, il se peut que quelqu'un peut avoir 3 personnes, vu que le nombre de personnes… Oui. 2 ou 3 personnes. Et si c'est OK, pour une question de temps, je vais vous donner 8 minutes pour cela. Donc, on va donner 8 minutes, 2 fois 4 minutes. Donc, c'est peu de temps et on ne va pas épuiser le sujet, mais ça va nous donner un peu plus de temps par la suite pour aborder les autres questions. Donc, 8 minutes, Pamela. Je peux créer les sous-groupes. Ça marche. Attendez. Voilà. 10 minutes. Et normalement, c'est bon. Ah, on m'a invité. Alors, moi, je vais dire que invité à rejoindre une des salles. Moi, je vais dire plus tard. Donc, j'espère que s'il y a une personne seule, comme ça, je peux éventuellement intervenir s'il y a des questions dans le chat. Hein. Merci. S'il y a une personne isolée, je vous invite à écrire ça dans le chat pour que Pamela vous mette avec, ou te mette avec une autre personne. Philippe?
Je crois que c'est que toi et moi pour l'instant. C'est vrai? Pardon? Je crois qu'il reste que toi et moi qui ne sont pas dans les salles. Alors, je ne sais pas. Oui. Non, il reste 4 personnes. 4 personnes. Oh oui, Il y a non. Laurence, Et- deux Laurence. Deux Laurence. Bon, je ne Deux sais pas Laurence. pourquoi ils ne sont qui pas sont- dans une salle. Vous nous sont pas entendez, dans- Laurence Erschauer et Laurence Renaï? Allô? Laurence? Oui. Alors, Et il y a une personne qui est seule en plus. si la personne est seule, peut-être qu'elle… Je vais les déplacer dans une autre salle. Oui, tu sais faire ça? Tu peux faire ça? Oui. Donc, la salle 14. Tu as mis 8 minutes? En fait, j'avais mis 10, donc je vais faire les salles à 8 et ça va faire amener tout le monde. D'accord. Parce qu'après, il y a encore un petit temps. Il reste 7 minutes 50, donc Voilà. Et certains ne sont pas dans une salle, mais si vous n'êtes pas dans une salle, je ne sais pas pourquoi, donc Frida. là, je ne suis pas maître du jeu, mais si vous n'êtes pas dans une salle, ben, je vous invite à avoir cette réflexion entre vous et si vous souhaitez échanger avec quelqu'un, de contacter, de mettre ça dans le chat et Pamela, si tu peux essayer de… J'essaie de mettre les personnes qui ne sont pas Si affectées. elle le souhaite. Hein. Si elle le souhaite. Et Philippe, si tu veux, toi, tu as la possibilité de visiter les salles, logiquement. Tu cliques sur rejoindre, je crois, et toi, tu peux faire un petit saut dans les salles. Oui. Aussi, d'ailleurs. Oui, attends, rejoindre la salle de conférence. Par contre, ça, j'en suis pas sûr parce que je l'ai fait quand j'ai la main sur le… Quand c'est moi qui avais la main. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai la possibilité. Mais c'est pas grave. Je le fais quand c'est des groupes de plusieurs personnes. À 2, je vais le laisser. Laurence est dans… En revanche, s'il y a des questions, je suis à disposition. J'essaie de vérifier que tout le monde, il y a 2 personnes par salle, mais j'essaie 2 fois de mettre des personnes pour te remplacer dans la salle 14, mais les 2 personnes n'ont pas accepté d'y aller. Pas grave. Donc, Parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent encore maintenant. Hein, c'est ça peut-être qui se passe aussi. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, nous avons un exercice où nos participants se trouvent par groupe de 2 personnes. Ils vont bientôt revenir et en train de réfléchir aux questions que vous voyez là. Donc, quelles sont les orientations culturelles? Comment ça influence la manière de coacher, de mener les personnes? Donc, on va revenir dans quelques minutes et puis on va continuer. Philippe, vous pourriez me reconnecter avec Bérangère? J'ai perdu la connexion. Nous avons un mauvais temps ici. C'est Patricia? Voilà, Patricia avec Bérangère. Voilà. Okay, avec Je n'ai pas la main pour ça, donc je te laisse Pamela faire le… Regarde. Donc, Patricia. Si ça ne fonctionne pas, ce que je peux… Bérangère. Oui. Si ça ne fonctionne pas, j'ai une autre possibilité, serait de… Oui, parce que vous êtes carrément… je vois Bérangère qui est toute seule dans la salle et vous êtes plus sur la liste pour que je vous y déplace. Donc, je peux faire ça, oui, parce que sinon, l'autre possibilité, c'est de se contacter via WhatsApp, mais ça impliquerait de partager sur le chat vos coordonnées téléphoniques, si vous êtes prêt à le faire. Comme ça, vous contactez de cette façon. Mais je n'ai pas la main, donc je te laisse Pamela essayer de regrouper. Merci. Patricia et Bérangère. Oui, non, mais je la vois, je vois les personnes qui sont déjà revenues, mais une fois qu'ils sont ils sont plus dans la liste des gens qui attendent rentrer dans les salles. Donc, et Philippe, je peux envoyer un message à tout le monde. Donc, si tu veux arrêter un peu plus tôt, tu me dis et j'envoie un message. Il reste 1 minute et comme ça, tout le monde sera averti. Mais excusez-moi, Patricia,
Je ne Non, maîtrise c'est pas pas cette chose. C'est la première fois que je fais ça et ça m'arrive. Donc, Oui. Et pas- en fait, Pamela, si vous cliquez sur Breakout Rooms, et puis j'étais sur la Breakout Room number 6, et oui, là, vous pouvez me rajouter normalement. mais je suis dans les breakout rooms. Il n'y a plus personne dans le 6. Ah, d'accord, ok, ok. Bon, ben voilà, elle a dû partir alors. Donc, oui, Ah, j'aurais je suis voulu. désolé. Là, je dois avouer, euh, avec humilité, c'est ma limite ici. C'est pas grave, Mais j'attendrai par les contre, autres. Patricia, ce que je te propose de faire, c'est Oui. de réfléchir de faire du self-coaching. Tu vois, de réfléchir, de regarder, de te coacher toi-même. Quelles sont tes orientations culturelles? Comment est-ce que ça influence ta manière de coacher, de mener les personnes, de te comporter? Qu'est-ce que tu surutilises, tu Tout à sous-utilises? fait, D'avoir c'est cette fait. introspection, quoi. À ceux Oui, qui non, t'ont c'est fait fait. J'étais prête à le faire avec Bérangère, et puis je suis en Floride, là, on a très mauvais temps. Donc, je suis prête à partager après. Voilà. Et en plus, je dirais, Patricia, c'est quelqu'un Oui. qui est très actif dans le chat. Donc, elle a beaucoup de choses à contribuer tout à l'heure. Mais il y a une autre personne, Chiriro, oui, elle est dans la salle 14, mais elle n'a pas rejoint la salle, donc elle est toujours avec nous aussi. Ah, ouais, Et d'accord. Frida et Chiriro, normalement, sont dans la salle 14, mais ils ont a priori pas accepté l'invitation d'y aller. Donc, Il Bérangère. reste combien de temps encore, Pamela? Donc, normalement, il reste 2 minutes 40 pour 10 minutes. Donc, tu veux que j'envoie un message, 1 minute et je ferme? Vous Comment? avez dit 8 minutes, hein, mais Oui, oui. oui. Donc, j'ai dit 30 secondes. 30 secondes. OK. Donc, le message est envoyé. Donc, dans 30 secondes, je ferme les salles et on sera à 8 minutes 10 secondes. Allez, c'est bon, ça. Bon, je suis moitié française, donc un peu de retard quand même. C'est quoi ces stéréotypes? C'est quoi ces clichés? Ouais. Ben, c'est les règles qui prouvent les exceptions, n'est-ce pas? Non, mais il y avait quelqu'un qui faisait une réflexion justement sur les débats télévisés, que quand c'est en France, parfois ça déborde un peu plus. Ouais. Ben, Parfois le j'arrive débat même ce moment-là. télévisé américain, c'est l'heure et voilà, il n'y a pas une minute de plus, quoi. Donc, c'est pas tout à fait faux, hein. OK, donc les gens vont revenir là maintenant. Les gens reviennent, d'accord. Welcome back, bienvenue de retour. Je pense que tout le monde n'est pas encore là. Non. Maintenant, Oui, ils n'étaient pas virés de la salle, ils étaient invités à revenir pour l'instant. Dans 10 secondes, ils reviennent. Même pas. On n'a que 11 sur les 39, donc les gens ont des choses à se dire quand même. C'est bien. mais Mais quand tu connais le traumatisme, quand on te fait revenir de force, vaut mieux revenir avant, hein. Ce qui est terrible dans, dans On Zoom, est c'est que tu coupé commences comme une conversation et tu es coupé tout d'un coup. Et... ils ont 5, ouais. 3 secondes et ils Donc sont c'est mieux. coupés d'un coup. Donc voilà. C'est vrai que là, voilà. Tout le Là, monde. c'est pour. Ouais. Je crois que oui, ça a été coupé là maintenant, donc tout le monde est en train de revenir. Bienvenue de retour. C'est vrai que c'est différent quand on se trouve en présentiel. Quand on se trouve en présentiel, là, généralement, il faut aller chercher tout le monde parce qu'on est pris dans des discussions. Ici, c'est plus facile avec Zoom. Tout le monde revient. Pas le choix. Tout le monde doit revenir. Donc, je suis conscient que vous avez eu peu de temps, mais rapidement, est-ce que là, l'une ou l'autre personne souhaite partager brièvement comment ça s'est passé pour vous, ce bref échange? Alors, je veux bien Sophie, démarrer. Sophie. Bonjour Philippe. Je veux bien démarrer une minute. J'ai été ravie, très, très, très frustrée de ne pas pouvoir poursuivre, mais j'ai été ravie. J'ai rencontré une personne pour laquelle nous avons décidé de travailler plutôt sur le côté stabilité au changement. Et ça a été immédiat, c'est-à-dire qu'immédiatement on a identifié que, en fonction du contexte, la personne avait la capacité, avait absolument la capacité
de pratiquer les deux, à la fois une stabilité personnelle et puis un changement professionnel, une aptitude au changement très, très forte professionnellement. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on vise. Alors, on ne peut pas être parfait en tout. Ça va être difficile, mais au plus on a cette flexibilité comportementale et cognitive, au plus on sera même à pouvoir aborder une variété de situations, comme tu l'expliquais, Sophie. Merci. Voilà, et nous nous sommes arrêtés là. Voilà, c'était un début d'échange. Encore une fois, un avant-goût. Ça mériterait plus de temps. Et merci beaucoup pour cet échange à la personne qui était avec moi, parce que je n'ai pas eu le temps de lui dire. Voilà. Voilà. Alors, peut-être juste encore, si quelqu'un d'autre souhaite rapidement exprimer comment s'est passé ce très rapide échange entre vous. Je voudrais offrir quelque chose. Parfait. Bon, moi, j'avais Bérangère, mais on a malheureusement été déconnectés. J'ai fait très mauvais temps ici. J'étais très contente de la voir, mais j'ai pensé à Linda et moi. Une fois, on a fait quelque chose un peu pareil, comme nous sommes… yes, you remember. J'étais présidente de CITAR USA en tant que Française et elle, évidemment, américaine à CITAR France. Et on a parlé exactement de ça, de comment on était très direct et des fois, le côté relationnel, on pouvait jongler avec et c'était incroyable comment nos clients trouvaient ça vraiment super. Et évidemment, quand on passe du français à l'anglais, c'était magique, c'était très magique. Voilà, donc on jongle avec le relationnel, le côté direct. Évidemment, le côté relationnel est très important, n'est-ce pas? Et puis la flexibilité. Moi, je suis directe et ponctuelle, mais j'ai quand même multiculturelle et je peux être très flexible dans le manque de ponctualité. Je pense que vraiment les interculturalistes, cette flexibilité et cette connaissance interculturelle, c'est quelque chose que vous pouvez apporter à de nombreuses professions, dont le coaching en particulier, ou le management. C'est vraiment un atout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, merci pour ce partage, Patricia. Alors, je vais changer de registre ici alors, je vais essayer de passer au slide suivant. Voilà. En disant quelques mots sur le développement des équipes. Une équipe, aider à construire une équipe performante, c'est un défi, même si l'équipe est rapprochée et relativement homogène. Aujourd'hui, de plus en plus, on a cet élément de distance physique qui constitue un facteur de complexité, et à la diversité culturelle qui est aussi un facteur de complexité. Le coaching interculturel s'applique à tous les cas de figure, s'applique aussi au cas d'équipes relativement homogènes et physiquement approchées, mais devient absolument indispensable quand on a affaire à des équipes hétérogènes et a fortiori aussi dispersées géographiquement. Alors, je vais passer rapidement parce que je vois que le temps presse sur les slides qui viennent pour donner un exemple concret. Juste de dire que, peut-être que je vais quand même vous poser la question, est-ce que quand il y a plus de diversité, est-ce que la performance d'une équipe va augmenter, va diminuer ou va rester identique? En moyenne, et je me réfère à toute une série d'études méta. Donc, je sais que ça dépend de la situation, mais en moyenne, si vous deviez lire en moyenne, est-ce que la diversité, quand il y a plus de diversité, est-ce que la performance va augmenter, va diminuer, va être la même? Je vous invite à répondre dans le chat. Et Pamela, si tu peux… On n'est pas timide. Allez-y. Augmenter, augmenter, augmenter pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Tout dépend. Oui, ça je sais, ça dépend. Mais en moyenne, on a un peu plus de vous engager concrètement. Hein. Augmenter si c'est bien géré. Voilà. Plutôt diminuer si c'est pas géré. Voilà, c'est exactement ça. Mais en moyenne, ça veut dire qu'en moyenne, ça n'a pas d'impact parce que parfois ça augmente, parfois ça diminue. Et ça augmente, ça diminue souvent pour les raisons que vous connaissez. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, sauf si vous avez des questions à la fin. Mais donc, tout ce qui est incompréhension, conflit, le temps qu'il faut pour se comprendre, tout ça va faire que la performance diminue.
quand on a de la diversité. Et parfois aussi, quand l'équipe converge, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. On a différents phénomènes, dont le fameux phénomène de groupthink. Tous les gens pensent de la même façon, se censurent, et là, on a un appauvrissement. Donc, même si on a de la diversité culturelle, on peut quand même avoir de l'appauvrissement. Alors, si on veut tirer parti de la diversité culturelle, il va falloir vraiment déployer la richesse qui se trouve dans cette diversité. Et là, les bénéfices sont nombreux. Selon les études de Sunstein et Hastie, qui avaient écrit ce livre fort intéressant pour aller au-delà du groupthink, ils disaient que grâce à la diversité cognitive, et eux ne parlaient pas tellement de diversité hommes, femmes, gens des minorités, mais si on a une habitude à tirer parti de points de vue différents, c'est là qu'on peut augmenter la créativité et l'innovation, et également la performance. Mais ce qu'eux ne disaient pas, c'est comment on va faire ça en pratique pour tirer parti de cette diversité. Et c'est là que le coaching interculturel intervient pour avoir cette attitude proactive. J'essaie d'apprendre d'autres cultures pour bâtir de l'unité dans la diversité. Je vais donner un exemple concret ici sur l'utilisation du COF, de Student Assessment, avec une équipe de direction. Et là, c'était une équipe de direction internationale ils ont rempli le questionnaire, les 11 membres de l'équipe, et vous voyez les résultats ici sous forme d'histogramme. Donc, c'est l'histogramme des résultats individuels. Vous voyez, je pense qu'en haut, vous voyez les résultats en termes d'orientation et ensuite en bas, les aptitudes. Vous voyez que c'est plutôt une culture égalitaire. Et le team leader était aussi quelqu'un qui préférait l'égalité. Il avait été décrit d'ailleurs comme un manager dont le style était laisser faire. C'est le contraire du micromanager, il ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, il leur fiche une paix royale. Certains disaient c'est le meilleur manager que j'ai jamais eu. Il me donne pleine autonomie, il fait confiance, il ne m'embête pas, il me laisse faire ce que je veux. Ça, c'était les membres les plus seniors. Par contre, les membres les plus juniors, eux, avaient un souci, c'est qu'ils disaient parfois je manque de direction, je ne sais pas très bien quoi faire, j'aurais aimé quelqu'un qui me dise voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et aussi, dans les situations de conflit, il avait tendance à laisser parfois pourrir la situation sans trancher. Donc, le coaching d'équipe, d'abord, j'ai passé du temps avec lui, à lui partager ses résultats pour qu'il puisse être préparé mentalement à ça. Et il s'est rendu compte, c'est vrai, qu'il a plutôt ce style laisser-faire, qui parfois est très intéressant, mais parfois aussi contre-productif. Étant préparé à ça, il était prêt, lors de la retraite d'équipe, on s'est retrouvé en équipe, à changer son comportement. Et en effet, à un moment donné, il y avait un débat entre différents membres de l'équipe. Certains trouvaient qu'il fallait faire ceci, d'autres trouvaient qu'il fallait faire cela. En tant que facilitateur, j'essaie de concilier les différents points de vue. Et là, je me suis rendu compte que j'aurais du mal à trouver une synthèse des points de vue qu'il fallait trancher. Je me suis tourné vers lui en lui demandant « Quelle est ta décision ?» Et heureusement, comme il était préparé mentalement, on avait examiné ça ensemble, il a dit « Ma décision, c'est ceci. » C'était tout à fait inhabituel, mais les membres de l'équipe, ayant vu ce profil, ayant vu aussi le risque d'être que dans l'égalité, d'avoir une aversion pour la hiérarchie, ont accepté plus volontiers le fait qu'il tranche et il donne ses directives. Et donc, ils ont pu, si vous voyez les deux slides du bas, les deux images du bas, ils ont pu aller en dehors de leur zone de confort et accepter un certain niveau de hiérarchie, parce que sinon, les choses n'allaient pas avancer. Voilà un exemple très concret où le fait de montrer ça à une équipe, d'avoir un outil comme celui-là qui permet à l'équipe de prendre conscience de ses orientations, va faire qu'elle n'est pas piégée dans ses orientations, elle peut choisir de changer, d'être différente si leur façon actuelle ne fonctionne pas. Un autre exemple, c'était universaliste-particulariste. Ils sont tous du côté, enfin tous en majorité du côté particulariste, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est la flexibilité. Et là aussi, il y avait du pour et du contre. Le pour, c'est qu'ils n'avaient pas de job description très précis. Ils avaient une liberté de changer, de faire autre chose et de ne pas être piégés dans un job description trop rigide. Mais le revers de la médaille, c'est que certains se plaignaient qu'on ne sait pas très bien qui est responsable de quoi, et certains travaillent plus que d'autres, c'est un peu injuste. Le fait de montrer ces diagrammes, d'abord aider à faire prendre conscience du fait qu'il y avait une aversion à avoir des règles communes pour tous et à se
tenir à ces règles communes. Mais ils se sont rendus compte que ce serait pourtant nécessaire s'ils voulaient éviter ces injustices et s'ils voulaient éviter une situation, on ne sait pas qui est responsable de quoi, qu'il était nécessaire de fixer des règles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fixé un certain nombre de règles, ils ont fait ça de manière relativement démocratique et ça a permis d'avoir plus de clarté, plus d'efficacité. Tout en gardant la flexibilité, ils ont eu en même temps plus de cohérence dans leur façon de travailler ensemble. Et juste un dernier exemple pour montrer que là, pour le coup, ils étaient différents. Direct, indirect, certains étaient plus directs, d'autres plus indirects. Et ça créait une série de conflits. Par exemple, quelqu'un qui venait du Danemark, qui était très cash et avait tendance à offenser d'autres personnes qui étaient plus indirectes dans leur communication. Et une des personnes qui était très indirecte dans sa communication, par exemple, elle n'avait jamais osé dire à un de ses collègues que lors de tous les déjeuners, il était en train de manger son sandwich à côté d'elle. Et c'est un sandwich qui n'avait pas une très bonne odeur, c'était très désagréable. Mais elle ne voulait pas l'offenser, donc chaque déjeuner, elle restait là à côté de lui à subir ces odeurs désagréables. Et là, pour le coup, suite à ça, elle s'est donné la permission d'aller vers lui avec beaucoup de respect, en maintenant l'harmonie, en disant, voilà, est-ce que voilà, je vais te faire part de ce souci, est-ce que tu es prêt à aller manger ton sandwich ailleurs, parce que moi, je suis obligé de rester là. Bien sûr qu'il était prêt à faire ça, il ne s'était pas rendu compte que ça posait un problème. Donc voilà comment des différences, si on n'en parle pas, si on n'est pas conscient de ces différences, peuvent miner une équipe. À partir du moment où on met ça sur la table dans un esprit de bienveillance, les gens arrivent à apprendre les uns des autres et à sortir de leur zone de confort et à s'enrichir mutuellement. Alors, je vais en rester là pour cet exemple. Est-ce qu'il y a une question à ce stade, avant de donner la parole à Grant et d'introduire Grant Douglas? Est-ce que ça vous donne ne fût-ce qu'un aperçu de ce qu'on peut faire avec une équipe pour l'aider très concrètement à être conscient de sa diversité, à tirer parti de sa diversité? Juste qu'il nous reste 7 minutes pour Grant, pour toi et pour moi de boucler. Donc, OK, ça c'est un signal, d'accord. Alors, j'interprète ça comme un message indirect de donner la parole à Grant, qui, avec ses collègues, Ingrid Richard et Étienne Rimont-Pré, que j'ai eu l'occasion, le plaisir de voir il y a, ça fait 2 ans, je pense qu'on s'était vu, j'avais été leur rendre visite à Lille. On fait un travail formidable. Et Grant, je vais te laisser la parole pour en quelques minutes. Alors, on va pas donner, ça ne va pas rendre justice au travail que vous avez fait, mais nous donner un petit aperçu de ce que vous avez fait à l'IESEC. Ok, merci Philippe. C'est bien, tu as corrigé, c'est à Lille et pas à Lyon. À Lille, oui. À Lille, bien sûr. Oui, c'était à Lille. On est à Paris et à Lille. Donc, merci. Je vais essayer de faire vite. Et je vais arrêter le partage, comme ça on te voit mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IESEG, l'IESEG est une école de management donc, qui a un campus à Paris et un campus à Lille. C'est une école qui est très internationale, enfin une école qui a les 3 accréditations internationales, mais qui a l'ambition de devenir plus qu'une école internationale et de devenir une vraie école interculturelle. Vous savez que ce n'est pas la même chose. C'est une école où il y a 5 ans maintenant, on a co-créé une vision. Et la vision est que by 2025, IESEG will be a unique international hub empowering change makers for a better society. Et avec cette mission, enfin avec cette vision, on a une mission. Et la mission, c'est donc to educate managers to be inspiring, intercultural and ethical pioneers of change. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer de mettre en place cette partie-là. Et ce qui est intéressant à l'IESEG, c'est que cette vision, cette mission ne sont pas que pour les étudiants, mais pour l'ensemble du personnel. Et on essaye d'avoir une vision assez holistique. Donc, l'idée, en fait, c'est de développer chez tous les collaborateurs l'intelligence culturelle, de faire en sorte que l'intelligence culturelle fasse vraiment partie de l'ADN de tout un chacun à l'école, et de fournir à tous nos collaborateurs, donc les étudiants et le staff administratif et académique, une boîte à outils interculturelle.
Et l'un des outils qu'on utilise pour tout le monde, c'est le CEF donc de Philippe. Donc aussi bien avec les étudiants qu'avec avec le staff. Et on fait tout ça dans le cadre des 4R, qui est le cadre de Fons Trompeneus, qui sera notre prochain conférencier dans quelques semaines. Et donc, les 4S, c'est reconnaître, respecter, réconcilier et réaliser et enraciner. Donc, le CEF, on l'utilise au niveau individuel, au niveau de l'équipe, et on espère le résultat va se voir au niveau organisationnel. Et c'est surtout peut-être pour les 2 premières aires, donc d'aider les étudiants et le staff à reconnaître quelles sont les différences culturelles sur le plan individuel et sur le plan des équipes, etc. Surtout de les respecter et puis ensuite de les aider à aller vers des réconciliations pour qu'on puisse s'améliorer au quotidien dans nos façons de communiquer, de collaborer, simplement d'être avec des gens qui sont différents. Et je terminerai peut-être avec un dernier petit mot. À l'IESEG, on a 82% de nos profs permanents qui ne sont pas français. On est dans un environnement quotidien où on a plus de 100 nationalités, mais le COF nous permet aussi de montrer aux gens que même quand ils sont dans des groupes homogènes, même quand il n'y a pas cet élément de nationalité, que les différences sont là. Et ça, c'est vraiment super important pour nous, pour qu'on puisse s'éloigner un petit peu de cet amalgame interculturel, enfin international, nationalité, etc. Et le CEF, vraiment, ça nous aide à faire ça. Avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on utilise le CEF pour le développement, dans des formations de développement personnel pour le staff, qu'on l'utilise avec des étudiants au niveau master. Là, on va peut-être l'introduire cette année pour des étudiants au niveau bachelor. Quel impact ça a eu pour l'instant? Ça, c'est une étude à faire. Mais je pense, de façon anecdotique, on peut dire que ça a changé quand même les rapports entre les collaborateurs à beaucoup de niveaux. Donc, merci Philippe pour cet bel outil et pour tout le soutien que tu nous apportes dans ce projet qui est un projet assez ambitieux. Merci beaucoup, Grant. Je vais repartager mon écran ici. Alors, Grant est très modeste. Je dois quand même souligner que vous avez gagné un trophée pour l'innovation pédagogique pour ce travail remarquable. Moi, je n'ai pas vu d'équivalent ailleurs. C'est quelque chose de vraiment unique de voir que l'interculturel infuse comme ça dans toute l'organisation, y compris auprès des professeurs. Ça, c'est assez unique, quoi, que ça concerne tout le monde. Donc, c'est vraiment un travail remarquable que vous faites et qui mériterait beaucoup plus de temps pour être exposé en détail. Alors, je suis conscient du peu de temps qui nous reste, Pamela. Donc, moi, ce que je voudrais faire, alors, je vais passer ici pour passer au slide suivant. C'est bizarre, quand je reprends la main, je dois faire ceci. Je vais poser ces questions de manière rhétorique, en vous invitant à y réfléchir. Et si tu nous donnes le temps après, on va revenir là-dessus. Je vous invite à prendre le temps, même à l'issue de notre webinaire, pour voir qu'est-ce que vous retenez de cette présentation rapide, de cet échange rapide. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, approfondir? Et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement mettre en pratique? Donc, je ne vais pas vous poser la question maintenant parce que je voudrais respecter le timing qui est donné, mais je vous invite à y réfléchir et si on a le temps, Pamela, de revenir sur ces points. Par contre, je vais juste vous livrer une réflexion finale et puis un dernier slide. J'aime bien ce quote de Rumi qui disait « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je veux me changer moi-même. » J'entends beaucoup de personnes qui sont là, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, à dire il n'y a qu'à ceci, les autres devraient faire ceci, les autres faire cela. Si on peut déjà faire un travail sur nous-mêmes, je pense que tous ici
vous le faites tous, on le fait tous, mais faire ce travail de nous remettre en question, de nous ouvrir à des cultures différentes et d'incarner en quelque sorte l'enrichissement mutuel en voulant sincèrement apprendre des autres cultures. Je pense qu'on peut là contribuer à modestement améliorer le monde. Et je vous livre ce dernier slide avec mes coordonnées. Plusieurs personnes me posaient la question. N'hésitez pas à me contacter via Facebook, page Facebook, LinkedIn. Je ne vous promets pas de pouvoir répondre immédiatement, mais en tout cas, je réponds toujours et je serai ravi de vous rencontrer, de vous voir et de vous revoir. Et je salue d'ailleurs toute une série de personnes ici que je viens de revoir et tous ceux que je ne connaissais pas, mais ce séminaire nous donne l'occasion de faire connaissance. Voilà, Pamela, je te rends, on disait on rend l'antenne, mais je te rends le webinaire là. Merci Philippe. Donc, pendant que tout le monde est en train de mettre leurs commentaires dans le chat en réponse à ce que Philippe a dit, ce que vous avez retenu, vos takeaways, etc., moi, je vais partager mon écran juste un instant pour boucler ce soir, si vous permettez. Normalement, je veux vous rappeler, vous voyez, Philippe, le programme? Philippe, c'est bon? Oui. Parfait. Donc, le programme à venir, comme Grant a dit, est gratuit au départ. Le mois prochain, le 28 octobre, on aura Fons Trompenaars qui parlera de son nouveau livre qui a été traduit en français avec son collègue Jérôme Dumetz. Le 25 novembre, Philippe Pierre et le 16 décembre, Alban de Beau Repère. L'année prochaine, 2021, on continue avec normalement tout confirmé, mais Michel Sauquet le 27 janvier, Milton Bennett en anglais le 24 février, Joel Brown le 31 mars en anglais et Ida Castiglioni le 28 avril, soit en anglais, soit en français. Donc, et on ira jusqu'au juin. Donc, on a un très beau programme. On a vraiment avec grand plaisir lancé ce soir avec Philippe qui a apporté des infos très, très riches. Arrivo. Comment? Arrivo. Bon. Et donc, j'ai mis plein les contacts et pour CIETA France et pour Philippe dans le chat. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez d'autres informations, éventuellement nous rejoindre, devenir membre de CIETA France. Et donc, je vais arrêter de partager pour pouvoir voir le chat, pour voir les takeaways. Donc, pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. Une seule chose, mon plus grand takeaway. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Oui. Comment? Je vois plusieurs commentaires dans le chat. Merci pour tous vos commentaires. Et les takeaways, pardon, je voulais parler du takeaway. Beaucoup de remerciements. Voilà. Je vous apprécie. Le takeaway, c'est ne pas tout simplement viser à accepter les différences culturelles, mais plutôt apprendre d'elles, aller plus loin. Bien résumé ça, super. Tout à fait. Alors, moi je suis prêt à rester, mais je suis prêt à rester. Mais je sais qu'on avait un temps imparti, donc s'il y a des questions, moi je suis prêt à répondre à des questions. Mais en même temps, si certains doivent quitter, je comprends aisément. Et si je n'ai pas eu l'occasion de répondre à votre question et qu'on en termine là, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn, via